Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jer Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit en nul autre que Benjamin Tremblay. Et le podcast, c'est pas la première fois que je faisais ça, mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas essayé ça. Et on l'a enregistré le podcast devant public et on a enregistré ça à la microbrasserie La Baleine Endiablée, ok? Fait que j'ai vraiment aimé ça, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Un gros merci à Benjamin Tremblay d'être venu. Hein? Encore une fois, il a répondu à toutes les questions. On a vraiment triplé. Ça faisait drôle que ça soit enregistré devant le public. Moi, tu sais, quand je suis devant le monde, tu sais, j'ai l'humoriste en dedans de moi qui veut puncher, qui veut... fait que c'est une vibe un petit peu plus différente, mais je pense que l'essence du WhatsApp est quand même là. Tu sais, j'ai quand même laissé parler Benjamin. Puis je pense que lui, il a bien trippé aussi sur le stage, là, tu sais. Fait que, bref, on a parlé de toutes sortes de sujets, de géopolitique, de qu'est-ce qui se passe avec lui, hein, de c'est quoi ses nouveaux projets. Fait qu'un gros merci à Benjamin Tremblay. Encore un gros merci aussi à la Baleine Endiablée. Hein, si vous avez un bar, si vous voulez que je me produise dans votre coin, vous pouvez toujours m'écrire. Sinon, sur ça, je vais vous souhaiter un excellent podcast. Mais juste avant, j'aimerais vous rappeler, si vous voulez m'encourager, si vous voulez que je puisse continuer ce podcast-là, c'est bien important. Devenez membre au patreon.com/whatsappodcast. Il y en a toutes sortes de forfaits. Il y en a à 3-4 piastres, d'autres à 10, d'autres à 25. Tu sais, pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Puis ça, entre autres, ça va faire en sorte que ça va nous supporter financièrement. Puis vous allez pouvoir aussi voir tous les podcasts d'avance, hein, pas besoin qu'ils attendent, qu'ils sortent en ordre chronologique. Comme là, en ce moment, on a des podcasts avec Simon Gouache, Lise Dion, Joël Martel, Tactica, puis on a Pierre-Luc Briand aussi, qui ça s'en vient. Fait que ça, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça sorte. Puis... ou sinon, si vous voulez m'encourager puis vous ne pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct. Vous pouvez juste, quand vous écoutez mon podcast sur YouTube, cliquez pas sur passer les annonces comme ça va faire en sorte que je vais avoir un plus gros montant avec mon partenariat avec YouTube. Et puis c'est ça aussi, je vous encourage à vous abonner à mon channel YouTube, hein, cliquez sur s'abonner, laissez un petit thumbs up, cliquez sur la petite cloche pour faire sûr de rien manquer. Si vous avez aimé, laissez un petit commentaire positif, ça va être tout le temps super apprécié. Ou sinon, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Jer Alain, ou à ma page Facebook, Jer Alain, Jer de R, Alain 2L. Puis, qu'est-ce qui se passe en termes de spectacle? Peut-être que je vais faire une dernière petite tournée au New Brunswick, c'est pas sûr. J'attends d'avoir des confirmations, puis, mais j'aimerais bien ça. Fait que bref, restez à l'affût. Je sais jamais si c'est à l'afflux ou à l'affût. À l'affût. Ouais, à l'affût, ça fait du sens. Ça fait bien plus de sens qu'à l'afflux, hein? Bref, fait que je vous souhaite un excellent podcast tout le monde. J'aimerais dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex The Voice, Michael Boulanger, Méo pis son gros pieux Vistec. On avait Pierre-Luc Lavoie, Steve Baudouin, Alliance Mofo, puis Vicou. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao tout le monde et bon podcast. Yes sir. Fait que bonjour tout le monde, merci d'être là. Bienvenue au WhatsApp Podcast. Merci, on peut donner une bonne main d'applaudissement. On va commencer ça. Yes! Là, c'est bizarre parce que d'habitude, j'enregistre ça chez nous, esti, puis là, esti, je suis dans un bar avec une esti de belle ambiance, man. Je suis comme, on dirait, Chris, ça fait festif. On dirait m'en avoir comme horloge Simard là, en ce moment. Là.
J'ai rien que le goût de me défoncer, mais j'ai plein de questions à poser. Mais juste avant qu'on commence le podcast, il serait peut-être temps que j'accueille mon invité d'aujourd'hui. OK, fait j'aimerais qu'on lui donne une bonne main d'applaudissements. Vous le connaissez, l'animateur, éditeur de 7 jours sur Terre, Benjamin Tremblay. Yes! What's up, mon gars? Hey, très content d'être dans ton coin de pays. Content que tu sois là, Jer. Yes, sir. J'aime bien ton coin. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de ventes de garage, en tout cas. Je vais rester... C'est la place... ça serait la place préférée à Pour mon se père. ramener un souvenir. Puis toi, c'est ça, tu viens de ce coin-là. Oui, C'est exactement. Puis... qu'est-ce qu'il y avait à faire ici avant qu'il y ait la baleine endiablée? À Rivière-Ouelle, précisément, pas grand-chose. Ouais. Puis, non, mais honnêtement, puis c'est... Ça a tellement l'air d'une place où votre activité principale, c'est de faire sauter des grenouilles avec des pétards. Hey! Non? OK. Mais... Nos grenouilles sont protégées. non, c'est pas... Non, mais sans blague, la baleine a fait beaucoup OK. pour le coin. Puis je pense que le coin a Ouais. fait beaucoup pour la baleine aussi. C'est relation réciproque. Mais c'est très cool. Moi, j'aime bien la place. Pour vrai, quand je suis arrivé ici au début, je regardais un peu à bâtisse. Il y avait comme un coin de bois décollé ici. J'ai fait, c'est quoi ça, cette petite place-là? Puis là, quand j'ai rentré en dedans, c'est super beau. C'est... En tout cas, ben, on peut leur donner une bonne main d'applaudissement. C'est Baleine comme endiablée. toi, Jer. Ouais. Exact. Exactement. Quand on te donne une chance... Exactement. Tu punches très bien et t'as mis exactement le doigt là-dessus. Fait que c'est ça, man. Très content de t'avoir pour une 3e fois What's Up Podcast. Dernière fois, esti, ça finissait plus le podcast. Ça faisait 3h20 puis t'étais encore dedans. T'as été obligé de me couper en deux, j'ai vu par après. Mais Chris, j'étais énormément content puis merci beaucoup d'être venu. Ça me fait grand plaisir. Pour une 3e fois encore. Fait que c'est ça, j'avais préparé une couple de questions. Fait que ça ici, c'est à la place de ton père puis ton frère. Ils ont... Ouais. Ça fait combien de temps qu'ils ont ça, tu sais-tu? 4 ans, 4e saison. Puis avant, 3e saison. 3e, ah, Chris, on drette là, tabarnak. OK. -2 si tu comptes la pandémie. OK. Ah ouais, c'est ça, hein? Puis avant ça, c'était quoi cette petite place-là? Là? C'était comme un centre de vieux, là? Un Résidence- CHSLD. Ouais, c'est ça, parce que là, moi, je suis dans... Il y a comme l'hôtel aussi fourni, puis je suis comme Chris, on dirait que je me suis fait interner, là, en ce moment. On t'a pas encore laissé partir. Ah ouais, je sais que ça va ressembler quand je vais me faire hospitaliser. Checkera le sabot sur ton char en sortant. Ah ouais. Drette ça, c'est ma blonde qui me fait une intervention là à soir là. Mais ouais, c'est ça. Puis ton père, j'ai appris ça, il était prof avant. Ouais. Puis je me demandais, toi, est-ce que vous parliez de politique à la table? C'est pour ça que tu t'es lancé là-dedans de... Y a aucun doute que ça vient de mon père, ça c'est aucun espèce de doute, parce que mon Ouais. père était extraordinairement impliqué dans les questions politiques, les affaires publiques en général. Je me souviens de voir mon père lire le journal le matin, puis que c'était une activité religieuse, puis ça a été transmis l'intérêt pour la chose publique. Maintenant, il y a eu des profs qui ont eu un gros impact aussi au primaire. Je fais de la politique dans le programme à l'école primaire qui lançait ça, puis c'était extraordinairement original. Puis, Ton père, il te faisait-tu écouter Jean-Luc Mongrain? non. André Arthur. Tout s'explique. OK. Moi, man, je me souviens tellement de mon père, esti, que j'écoutais Jean-Luc Mongrain. Mais je l'écoutais en live, l'affaire des Duotang, là, tu sais, là. Ou l'affaire des écureuils. C'est quand il partait, les écureuils! En tout cas, bref, c'est des souvenirs. Mais, OK, fait que t'écoutais quand même, c'est ça, t'avais quand même des souvenirs, puis tes profs, ils t'ont quand même bien influencé sur Ouais, ton mais c'est parcours. arrivé tard. Honnêtement, c'est arrivé très tard. J'ai commencé initialement, c'était plus la chose publique qui m'intéressait. La politique m'intéressait, mais pas la politique active. Ouais. Fait que j'ai été en sciences politiques, j'ai commencé là-bas. Quand je me souviens d'un moment précis, là, que je suis dans une classe Université Laval, de m'être retourné puis d'avoir dit, lui, il fait du pointage pour le Parti libéral. Je savais, tu sais, t'es là sur Facebook, t'es connais un peu. Lui, il travaille pour le Parti conservateur. Lui, il est allé faire la campagne avec toi. Puis là, j'avais comme allumé d'un seul coup que c'était pas des gens qui étaient là pour comprendre la politique, autant que c'est du monde qui était là pour mettre les pieds à quelque part. Ils voulaient rentrer, travailler là-dedans, puis d'un angle très partisan. Fait que de là, j'étais parti de la Sciences Po vers la communication.
Puis c'est vraiment là que j'ai compris un peu plus ce qui m'intéressait. C'était plus de discuter librement de ça. Puis tu comprends aussi à travers la communication comment fonctionnent les médias, comment fonctionne la production de contenu. Puis je le dis avec énormément de respect pour eux, mais au moment où moi j'étais à l'université, c'était la crise des médias. Là. C'était le pire du pire. Les médias, ça saignait, c'était une hémorragie totale. Et est arrivé par après la pandémie qui les a aidés beaucoup au niveau financier. Maintenant, ça va tellement bien, là, les médias. Ben, c'est dans le sens, je disais ça au sens où c'était pas le bon moment pour se lancer dans le journalisme. C'était pas du tout le bon moment. Puis de cet angle-là, 7 jours sur Terre, initialement, c'était un projet qui était universitaire. C'était censé être une émission de radio initialement, qui était une émission de 90 minutes sur les affaires internationales à la radio, à la CHIZ, la radio étudiante de l'Université Laval. Et vous comprendrez qu'il n'y a pas grand monde qui nous écoutait parler de la guerre en Yémen pendant 90 minutes. Donc assez rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rentré des caméras dans le studio. Pour se dire, on va prendre des segments de 2 minutes de l'émission juste pour montrer que ça existe sur Facebook. Puis là, je croisais du monde dans la rue par après qui me disait « Hey, c'est bon ton émission, c'est super cool! » Puis en parlant avec eux, je réalisais qu'ils écoutaient pas l'émission. Ils avaient vu 1 ou 2 segments sur les réseaux sociaux. Puis c'est là qu'on a compris le potentiel d'y aller vraiment vers plus le côté vidéo. Miser, c'est ça. Exactement. Puis à partir de là, moi, la stratégie, c'était de dire on va se faire un petit portfolio. Puis après ça, un peu comme un humoriste. Tu peux pas dire « Salut, je suis humoriste ». Ça te prend quelque chose. Faut que tu prouves que tu es capable de faire ce que tu dis, ce que tu prétends être. Maintenant, t'as-tu des extraits à me donner? Même chose, journaliste. Moi, je le voyais que je vais construire un portfolio. Après ça, je pourrais cogner dans des portes puis dire salut, engagez-moi comme journaliste. Assez rapidement est arrivé le moment où tu réalises que après 6, 7, 8, 10, 12 vidéos qui commencent à avoir de plus en plus de traction, où là, je me disais, OK, je peux pas faire les deux en même temps, visiblement, avec l'angle que ça prenait, le travail que ça demandait, mais aussi le côté très beige que ça existe, que ça exige que de travailler dans les médias, puis surtout quand on parle de questions d'affaires publiques, ça prend une certaine impartialité, à moins de vous présenter pour la CAQ. Mais vous avez le droit d'être journaliste dans ce temps-là. Puis, mais non, mais à ce moment-là, moi, je voyais que c'était incompatible complètement. Fait que j'ai dit, on va rouler les dés, on va y aller vers 7 jours sur Terre. Puis ça a jamais arrêté depuis ce temps-là. C'est la plus belle aventure. Là. Mais c'est ça, là, tu me parles justement de neutralité. Puis qu'est-ce que je trouve cool avec tes vidéos, parce que moi, en tout cas, j'y consomme beaucoup, là. Tu sais, je t'écris même souvent quand je suis bien défoncé avec juste ma blonde. C'est ça. Puis je suis comme genre, man, je suis fucking sous, je suis avec ma blonde, est-ce qu'ils sont malades, gros, tes vidéos. Puis, mais qu'est-ce que je trouve vraiment cool de ça, c'est voir la réaction que t'as avec tes vidéos, parce que souvent, quand on parle de politique, tu sais, il y en a bien, ils vont te catégoriser d'un bord. Est-ce que t'es un esti de vendu? Est-ce que t'es... Tu sais, genre... Ou sinon, même d'un autre bord. Mais je trouve que t'es capable, genre, de vraiment... T'es juste dans le milieu. Tu sais, je trouve que t'es autant bien aimé de ceux qu'on pourrait dire, mettons, conspirationnistes ou whatever quoi, que, tu sais, genre, ils écouteront pas les médias traditionnels. Traditionnels. Puis... au contraire, tu sais, même ceux qui les écoutent aiment ce que tu fais. Fait que c'est vraiment le fun de voir. T'es juste, tu sais, on point. Ben, c'est ça, c'est une des choses qu'à la limite, j'ai tenu de mon père. Parce que mon père, c'en est un comme ça qui m'a toujours exposé que il y a 2 côtés à chaque médaille, premièrement. Sinon, t'en manges une tabarnak, non, mais j'irai encore plus loin que ça. Je te dirais que ça vient probablement de ce que je viens de te raconter sur mon parcours, au sens où je suis rentré dans cette industrie-là, dans ce milieu-là, avec énormément de prétention, au sens où tu parles d'affaires que normalement, ça demande un certain niveau d'expertise. Fait que je suis arrivé là avec un complexe de l'imposteur profond, là. Puis ce que ça déclenche, c'est quoi? C'est que tu contre-vérifies tout, que t'es pas game de prendre position d'un côté ou de l'autre parce que t'es conscient de tes propres vulnérabilités. T'es conscient que tu connais pas tout. T'es conscient que dans les 2 semaines que tu as travaillé sur ce dossier-là, t'as changé d'opinion 3 fois sur c'est quoi la conclusion morale, philosophique ou pratique. C'est là que tu comprends, je devrais pas trop être catégorique quand je déclare ou quand j'analyse un dossier quelconque. C'est peut-être mieux de laisser la porte ouverte puis de laisser le monde prendre leurs propres décisions vis-à-vis ça. Puis ça, honnêtement, les gens aiment ça quand on respecte leur intelligence. Ils aiment ça quand puis le monde aime une bonne histoire. Fait que prends n'importe quel dossier, raconte-le. Et arrête de l'expliquer. Raconte-moi c'est quoi qui se passe. Pars du début, puis comprends-moi par la main, puis on prend une marche, montre-moi de chaque côté c'est quoi qui se passe. Ça, c'est ça. Ça, ici, voilà ce qui s'est passé. Souvent, tu vas écouter un segment de nouvelles, ça dure 4 minutes, il te prend par la main, tu sprintes à travers le sujet. C'est sûr que tu as manqué des bouts en chemin, c'est clair. Puis c'est ça qu'on essaye de faire un peu différemment.
Puis la réaction, honnêtement, moi-même, ça me surprend. Moi-même, c'est inespéré. Je me souviens d'un moment, là, pas très longtemps, peut-être 1 an, je me disais, hey, j'aimerais ça si 30 000 personnes écoutaient ça une fois de temps en temps. Si jamais on était capable une fois dans nos meilleurs de tomber à 30 000, ça m'encouragerait. Ça me montrait, tu sais, il y a des émissions de radio qui font 30 000. Ça nous pousserait dans la bonne direction. Puis c'est quand ça s'est mis à lever, c'est vraiment grâce à l'Afrique francophone, à l'Europe. C'est beaucoup pour ça que je change mon accent, que je module beaucoup pour être capable d'internationaliser le français un peu. Parce que aujourd'hui, c'est 70% de l'audience qui est Europe ou Afrique francophone. Fait que c'est une réalité avec laquelle faut qu'on travaille toujours. Mais c'est fou parce que là, tu sais, la dernière fois que t'étais venu sur mon podcast, c'était genre en janvier, je pense. Puis là, t'étais, genre, je te félicitais, puis j'étais comme genre, yo, c'est malade, esti, t'es à 115 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Puis là, t'es rendu à 215 000, man. Tu sais, c'est... Moi, je trouve ça... félicitations, mon gars. Merci beaucoup. Je trouve ça vraiment très impressionnant. Merci, je l'apprécie. Yes! Ben oui! Hey, le petit gars du coin, en plus, tabarnak! Puis, mais qu'est-ce qui fait chier? C'est que tu te fais souvent démonétiser maintenant. Ouais. C'est ça que je vois souvent. C'est correct, c'est pour ça qu'on a des membres. Ouais. Non, c'est absolument pour ça. Puis vois-tu, là, ça fait 2 mois que je suis sur un projet, puis sur le même dossier qui bouge pas, puis qui avance pas, puis qu'on essaie, puis c'est un documentaire d'1h30 sur, tu sais, la crise économique, sur la récession, sur la création monétaire, sur comment on est arrivé où ce qu'on est aujourd'hui, les prochaines années, qu'est-ce qu'on envisage. Mais tu sais, tu comprends que je pourrais pas le monétiser, là. Tu comprends? Quand on approche des sujets comme ça, qu'on approche des thèmes qui sont pas nécessairement controversés, mais juste, c'est pas la salade que c'est de vendre les publicitaires. Ça devient un avantage énorme que d'avoir les membres exclusifs. Puis là-dessus, d'ailleurs, tu sais, récemment, on a commencé à introduire des publicités de sponsors, de VPN, de différents programmes corporatifs. Puis au bout de la ligne, beaucoup de gens ont été choqués par ça, parce qu'ils se disaient, mais vous perdez beaucoup d'indépendance à travers ce processus-là. Puis c'est complètement l'inverse. Ben, c'est justement parce que je sais que tous les sujets que je touche sont démonétisés systématiquement soit par l'algorithme, de manière algorithmique, ou soit de manière manuelle par YouTube. Maintenant, quand tu connais cette réalité-là, tu parles-tu pas du sujet parce que t'as peur que YouTube... Ben non, c'est ça l'avantage d'avoir de dire, gars, moi, je vais appuyer ta vidéo, peu importe c'est quoi que tu fais. Fait que voici un montant forfaitaire, plug notre compagnie, puis nous, tu parles de ce que tu veux. C'est ça qui nous a donné l'indépendance de se partir dans des projets comme ça, puis d'aller plus loin. C'est en sachant qu'on avait la sécurité financière de le faire. Puis ta ligne éditoriale a pas changé là, depuis. Non, pas du tout. Non, récemment, j'ai dit que j'avais plus peur de la Chine, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais, justement, les Chinois, on va en revenir. Généralement, ma ligne éditoriale, il y en a pas d'abord. Puis s'il y en a une, c'est que c'est essentiellement juste que moi, la personne que je suis à ce moment-là. Tu sais, j'étais autant que possible, comme je te dis, de laisser de la place pour l'interprétation, puis de laisser de la place aux gens pour comprendre ce qu'ils veulent comprendre, puis développer eux-mêmes leur propre réflexion. Maintenant, c'est clair que je réfléchis différemment 2 ans plus tôt que 2 ans plus tard, à travers le travail que j'ai fait dans tout ça. Puis s'il y a quoi que ce soit, puis j'en parlais justement avec ma femme récemment, où je disais, ce projet-là que je trouve damné, rendu que ça fait 2 mois que je suis pas capable de sortir, je me dis, s'il y a quoi que ce soit, j'ai jamais autant appris de ma vie. Parce que ça m'a forcé à m'asseoir puis à réaliser à quel point j'étais naïf par rapport à certaines choses, puis juste des concepts qui parfois sont un peu flous, que tu penses comprendre. Mais quand tu te mets à relire les nuances puis à comprendre, là, tu tombes dans un trou sans fin jusqu'à réaliser que, attends, on va en sortir, mais ça va prendre un moment. Gars, si toi, t'es naïf, moi, je suis cave en tabac. Tu sais, j'aime beaucoup ton côté humble, là, mais c'est très insultant pour moi en ce moment, là. Non, je te niaise. Mais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, si on parlait de démonétisation, est-ce que tu coches les petites affaires? Non, même plus. Non, t'essayes même pas de... Non, même plus. Parce que moi, tu sais, quand j'ai eu Wall-E, ben, tu sais, évidemment, on parlait bien de la guerre en Ukraine puis tout ça. Puis, curieusement, jusqu'à présent, je suis toujours pas été démonétisé, tu sais. Ouais, t'es correct. Fait que... Non, mais ça, il faut que les gens comprennent aussi qu'est-ce qu'on veut dire par démonétisation. C'est pas toujours YouTube qui dit telle chaîne a dit telle chose, on n'est pas d'accord, on ne veut pas pousser cette ligne éditoriale là. C'est juste que c'est une enchère. C'est littéralement comme ça que ça fonctionne. Chaque vidéo est placée à une enchère. Combien
de publicitaires veulent afficher pendant cette vidéo-là. Si on parle d'une vidéo qui rejoint une audience ultra large, que tu parles de maquillage, que tu parles de lifestyle ou de nourriture ou quoi que ce soit, c'est clair que les publicitaires sont à l'aise et ils vont dire, ben écoute, c'est quoi ton audience? 80% est aux États-Unis? Super. Il y en a le tiers qui sont des 20 à 45 ans. C'est ça qui vaut cher. Maintenant, c'est sûr que si 60% de ton audience est à l'international, 30% au Canada, 30% en France, 30% en Afrique, c'est qui ton publicitaire? Tu comprends? Fait qu'il y a cet aspect-là qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il faut aller travailler avec des entreprises, parce que c'est clair que si t'as pas une entreprise mondiale qui diffuse dans tous les pays où toi tu diffuses, ça devient difficile de faire la compatibilité entre les deux. Fait que démonétisation, c'est juste sortir très bas dans l'enchère à un point que ça devient prohibitif de mettre des publicités. Où tu dis, garde, quitte à faire 70$ sur une vidéo qui va faire 300 000 visionnements, on va les fermer, les publicités, puis on vous écœurera pas avec ça, tout simplement. Tu réussis-tu quand même à en faire un peu de cash avec YouTube? YouTube, oui. On est une entreprise, moi, personnellement, je me garde le minimum possible pour être capable de gérer l'entreprise. Parce que la réalité, c'est qu'assez rapidement, tu réalises, comme dans n'importe quelle entreprise, que chaque dollar que tu te verses, que ce soit en salaire, que ce soit en équipement pour fonctionner, c'est un dollar que tu mets pas pour faire progresser l'entreprise au bout de la ligne. Puis vois-tu, dans la dernière année, on a ajouté 5 employés dans l'équipe. Puis ça se reflète dans la qualité. C'est qu'on a une directrice qui est capable d'aller travailler directement avec les entreprises, puis m'enlever ça des mains, me permettre de travailler. Avant, il fallait que je scripte en 4 jours. Tabarnak. À cette heure, j'ai la semaine au complet pour scripter juste ça. Ça paraît énormément. Tu peux te concentrer juste dans qu'est-ce que tu veux recherchistes, faire. On est rendu à 3 recherchistes, puis c'est à cause de ça que ça s'améliore, parce que tu triples la quantité d'heures sur la recherche dans chaque dossier. Fait qu'à un moment donné, tu réalises qu'est-ce que tu veux faire exactement. C'est quoi tu veux faire dans la vie. Tu comprends? Ouais. À un moment donné, j'habite dans un appartement avec ma femme à Québec. On n'est pas, j'ai pas de char, je suis pas, c'est pas ça mon but. Non. Puis si c'était ça, c'est pas ça que je ferais. Tu comprends? Ouais. Je serais en train de faire autre chose. J'aurais, quand la croisée des chemins s'est présentée, puis que je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Vas-tu faire des vidéos, puis en passant, ça a commencé sur Facebook. Ben oui. Je vais-tu faire des vidéos sur Facebook, ou je m'en vais travailler dans une entreprise avec un fonds de pension avec... Tu sais, si je faisais ça pour ça, je serais pas à bonne place. Non. Fait que quand ça s'est mis à fonctionner, ta responsabilité, non seulement envers toi-même, mais envers le monde qui font confiance, puis qui poussent, puis qui veulent en voir plus, c'est quoi? C'est d'aller engager, c'est d'aller ouvrir ta capacité, c'est d'aller produire plus, puis essayer de développer la machine. Puis là, prochainement, on est en train d'essayer de travailler pour les amener vers l'anglais. C'est ça notre gros projet actuellement, qu'on se dit, écoute, les projets sont déjà là, la recherche est faite, le script est écrit, il nous reste quoi? Des traduire. Ben exactement. Il nous reste juste à le traduire en anglais. Notre projet est là, les nouvelles, les mêmes sources et les mêmes informations, puis on fait du dossier international. Fait que c'est des trucs comme ça que ça permet de regarder loin, puis jamais j'aurais pu le permettre sans l'appui des publicitaires, sans l'appui des membres exclusifs, qui à la base, c'est eux qui nous permettent de travailler sur un projet comme là qui prend 2 mois à sortir. Sans ça, on ferait des vidéos de 9 minutes à toutes les semaines, puis on encaisserait les chèques des publicitaires. Mais à un moment donné, comme je te dis, c'est quoi que tu veux faire? Ouais. Tu comprends? Tu veux tout le temps repousser la limite. Si tu m'écris après avoir regardé un documentaire d'1h30 puis tu dis, Caroline, c'est tellement bon, je te remercie d'avoir fait ça. La réalité, c'est que j'ai contribué bien plus que si j'ai fait 9 vidéos de 9 minutes qui tombent dans l'oubli après une semaine. Ouais. Puis ça, c'est 2 manières de fonctionner. J'enlève rien à ceux qui préfèrent fonctionner comme ça. La consistance puis la production plus régulière, on va faire 6 par jour. C'est correct. Mais c'est pas ça que notre approche. Mais là, c'est ça. En ce moment, tu sais, on te voit plus, là, tu sais, parce que tu travailles sur un gros projet. Je suis là. Non, je sais, mais, tu sais, on te voit plus, en tout cas, sur YouTube. Puis, il y en a bien ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe. T'sais. Ouais. Puis là, tu t'en as parlé tout à l'heure. Tu travailles sur un documentaire. Ouais. Puis moi, en t'écoutant parler, je me disais, est-ce que des fois, c'est sûr ça doit faire chier, parce que tu sais, t'approches, on va dire de le terminer, puis là, il arrive genre une nouvelle affaire, genre comme Pelosi où s'en va fucking en Taïwan, puis là, quasiment la guerre hors point. Tu sais, est-ce que des fois ça doit faire chier, oui, j'imagine, absolument. ça fuck tout ton... Absolument. Qu'est-ce que Puis t'avais déjà fait, tu fais, Chris, je me suis trompé là-dessus, est-ce qu'il faut que j'en fasse en quand on en parle, on a une réunion au début de la semaine, à chaque début de semaine avec les recherchistes puis le scripteur pour essayer de savoir, OK, c'est quoi notre sujet de dans 2 semaines, autrement dit, parce qu'on a un cycle de production de 2 semaines. C'est comme jouer au mini-pot avec une cible mouvante, là. Tu sais pas où ce que l'actualité va être dans 2 semaines. T'espères qu'à peu près ça.
Puis là, tu dis récemment, sur le projet qu'on travaille, c'est une erreur de ma part à 200%, c'est rien d'autre que ça, là. C'est moi qui ai été naïf, profondément naïf, qui s'est dit... lancé là-dedans? Ben, c'est un des bons coups qu'on a fait, c'était la Russie, notamment. La Russie, l'Ukraine, c'est qu'on l'a bien couvert avant que ça commence. C'est qu'on savait qu'il y avait quelque chose de particulier, que cette fois, c'était différent. Puis beaucoup de gens l'ont ri, puis l'ont un peu dit, ben oui, c'est ça, quand encore la catastrophe. La réalité... genre, ça va durer une semaine. C'est ça, c'était différent. Puis ce qu'on avait abordé, c'était des points tout à fait valides. Puis ça, ce que ça a permis, c'est quand la guerre a commencé en Ukraine, 3 semaines après, on était bien positionnés. On s'est retrouvé que les gens ont dit « Hey, voilà une chaîne qui connaît de quoi il parle sur ce dossier précis sur lequel je veux en savoir plus. » Fait que là, moi, ma job, c'est quoi? C'est d'essayer de savoir dans quelle direction on va pousser le vent dans les prochaines semaines, puis inexorablement, là, ce que je voyais dans la direction dans laquelle ça allait, c'est l'économie. C'est la situation économique, c'est profond, je le sens au fond de moi que c'est pas normal puis qu'il y a quelque chose là-dedans et je voulais comprendre pourquoi. Puis ça, je l'ai approché avec beaucoup de naïveté. Je disais, je vais faire une vidéo sur pourquoi l'économie va pas bien. Fait qu'il a fallu que je recommence. 3-4 fois pour élargir tout le temps le sujet en me disant, OK, là, je vais expliquer l'inflation. T'as peur, si tu veux expliquer l'inflation, tu expliques la création monétaire. Là, si t'expliques la création monétaire, si t'expliques le système bancaire. Moi, Fred, tu me donnes la définition. Si t'expliques le système bancaire, faut t'expliquer 9/11. Non, c'est pas vrai. C'est là que je me suis rendu compte que ça élargissait constamment et j'ai pris 2 minutes à me dire, OK, wow, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est arrivé des dossiers qu'on a dit, OK, on le met de côté, ça va trop loin, mais on voit pas le bout, on préfère mettre ça à zéro. C'est-tu comme ton dernier, justement, qui est genre sur la crise énergétique? Ouais, un peu, mais là, lui, va durer comme 1h30, là. Ouais. Puis c'est ça, je veux dire par là. C'est quand il a commencé, là, je me rends compte, OK, on peut pas rentrer ça en 25 minutes pour faire une bonne job. Maintenant, quand tu sais la nature de la monétisation, il sera pas payant à 1h30 avec un sponsor, là, qui a pris 2, ça fait longtemps qu'on est calé, là. Pour ça, tu veux dire que tu t'es mis un peu le doigt dans l'œil en Oui et faisant non. ça. Parce que c'est ça, je disais autrefois avec ma femme, j'ai tellement pris dans ce processus-là, parce que ça m'a forcé à réapprendre tout ce que je savais pas. À réapprendre qu'est-ce que je comprenais pas par rapport à ça. À refaire le fil au complet. Puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu fais? Je pense que c'est mieux de le livrer en 1h30, de le sortir. Ça coûtera ce que ça coûtera. Puis au bout de la ligne, les gens vont se souvenir de ça bien plus que n'importe quelle vidéo de 15, 20, 25 minutes que tu vas avoir fait sur ce sujet-là puis que tu vas avoir bâclé comme les autres. Fait que c'est là que je me suis dit, ouais, c'est-tu une erreur? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que c'était naïf au début de me lancer là-dedans en me disant, ça va prendre 2 semaines, je vais être correct. Tu sais, c'est pas plus que ça. Puis la réalité, j'ai passé 1 mois juste à 12 heures par jour à lire, à me scraper puis à essayer de débriefer ça le soir. Puis c'était exigeant. Puis avec le recul, probablement que c'était une erreur, mais ça va faire une Christie de bonne vidéo, par exemple. Puis là, c'est où qu'on en est rendu avec ce projet-là? C'est scripté, c'est livré, il est en montage en ce moment. OK, fait qu'il va sortir dans pas long. Ouais, j'ai accouché. Ah, OK. Ah, c'est nice. Je vous comprends, c'est douloureux. Puis, moi, il y a de quoi aussi qui m'a marqué, que tu viens de dire, c'est que tu passes énormément de temps à lire, t'as la tête là-dedans. Ouais. Puis tu sais, on s'entend, c'est un site, c'est pas tant les meilleures nouvelles qui se passent dans le monde pis de tout ça. Moi, des fois, je me demande, quand tu lis ça, tu passes, est-ce genre 12 heures à lire ça. Après, t'es-tu comme genre, hey man, la guerre, elle va pogner, est-ce la 3e guerre mondiale, elle s'en vient, est-ce pourquoi je veux des enfants, tabarnak, je suis bien de me pendre, tu sais. Des fois, ça arrive-tu de cette pensée-là ou tu fais comme OK, le gars, calme-toi, là, c'est juste une impression. Non, toi, t'as bien résumé l'enjeu, à peu près. Ah ouais? Et ces antidépresseurs. Non, pas à ce point-là, j'exagère. Honnêtement, s'il y a quoi que ce soit, c'est l'inverse. C'est qu'à un moment donné, à force de travailler sur des sujets, puis on le fait toujours avec une certaine perspective historique. C'est de partir le plus loin possible puis de remonter. Puis ce que tu réalises, c'est qu'il y a jamais rien qui est la fin de rien. Ah ouais. Il y a toujours un cycle qui recommence, il y a toujours quelque chose d'autre. Il y a jamais rien qui a bien été aussi. Ben, c'est qu'à un moment donné, non, mais regarde, chaque épisode traumatique de l'histoire, on s'en est ressorti plus fort. Chaque épisode qu'on a eu qui a pas été facile, qui a été turbulent, que ce soit des guerres, des crises, des dépressions majeures, des changements sociaux profonds, à chaque fois, au bout de la ligne,
on en est sorti meilleur. On en est sorti amélioré. Puis c'est sûr, c'est comme n'importe quoi. C'est dans nos propres vies personnelles. Il est tout arrivé des affaires. On s'est dit, mais quelle catastrophe, quel cataclysme, quelle injustice. Puis qu'au bout de la ligne, ça finit par prendre son sens après des mois, des années, des décennies. Puis c'est un peu la même chose de ce qu'on expérimente en ce moment. Puis c'est ça qui m'encourage. C'est que je me dis, je suis encore jeune. Oui, c'est clair qu'à un moment donné, moi, je parle avec une dame de 95 ans, ce qu'elle a vécu. L'arrivée des ordinateurs, elle aura vécu 2 grandes guerres mondiales, elle aura vécu l'arrivée de l'industrialisation, la révolution agricole. Écoute, c'est... La Budweiser, maintenant, demande si ça regrette quoi que ce soit là-dedans. Si c'était mieux tu comprends, en 1904. La Budweiser. non, mais c'est parce qu'à un moment donné, puis mon père m'en parlait lui-même, il étudiait en graphisme en 1988. Pas d'ordinateur, là. Ou très élémentaire, et les travaux se font à la main, photocopiés, que là, tu viens de faire un logo. Ouais. c'est sûr que c'est pas... Puis tu dis, est-ce qu'on regrette ça aujourd'hui? Maintenant, puis je parlais du metaverse dans une vidéo précédente, les gens sont légitimement effrayés, puis c'est normal, moi-même. Mais avec le recul, tu te dis, est-ce qu'on reculerait sur ce qu'on a acquis en tant que société? On se plaint, c'est clair. Puis il y a des choses à améliorer, mais la réalité, c'est que notre qualité de vie, notre niveau est assez impressionnant. Puis on a atteint quelque chose de réellement extraordinaire dans l'Occident, puis dans le monde en général. On a éliminé énormément de pauvreté. Maintenant, il y a des défauts systématiques puis profonds avec ce qu'on a construit. On a construit un énorme tas de merde pour le reste du monde. Pour nous autres, c'est le fun. Mais la réalité, c'est que là, on a passé les cartes. Là. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, il y avait toutes les bonnes cartes dans les mains. Après Bretton Woods, on a reconstruit le système. Il y avait les meilleures cartes. Mais ça, c'est nous autres, c'est l'Occident. Mais tout le reste de la planète avait des mains très merdiques. Ouais. Fait qu'à un moment donné, là, on rebrasse les cartes. C'est sûr que nous autres, on est inquiets. Mais quand on le voit avec la perspective globale, ça fait juste changer de main ce qui existe déjà. Les ponts vont pas disparaître. Les champs vont pas s'éliminer du jour au lendemain. La machinerie va pas disparaître. On va fonctionner. On va fonctionner différemment. Maintenant, ça va-tu être mieux, ça va-tu être pire? C'est une question de perspective. Puis ça, souvent, le monde va m'en parler. Ils disent, la Chine. J'avais la discussion encore hier. J'écoute, la Chine, on pourrait faire, puis c'est une vidéo que j'aimerais ça faire, la perspective de la Chine. Tu dis, écoute, c'est légitime. Là, philosophiquement, ce débat-là ne se gagne pas, à savoir droit individuel ou collectivisme. Liberté fondamentale. Est-ce que toi, ton droit d'avoir ta maison sur le trajet de notre prochaine autoroute supplante le droit de tout le reste de la population au droit à une autoroute? Nous autres, on dit oui. À beaucoup d'égards, à moins qu'on a des programmes d'expropriation pour ça, pour les grands projets. Maintenant, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On a le droit de voir les libertés individuelles comme au-dessus du bien de la collectivité, puis de croire profondément, puis on a peut-être raison, que le fait que tout le monde a des droits individuels nous rend meilleurs en tant que collectivité. Si tu regardes les Chinois, eux autres, ils ont le droit de dire aussi, regarde, eux autres, c'est la collectivité qui pense en premier. Si jamais on veut faire quelque chose puis que ça aide 1 million de personnes puis qu'il y en a 4 qui chialent, mais écoute, on va le faire pareil. Puis on va l'organiser en conséquence. Ce débat-là ne peut pas être gagné. Surtout pas avec une perspective d'occidental que toi, tout ce que tu as vu, c'est ça. À un moment donné, si tu vois l'autre côté de la médaille, il y a un discours très légitime à dire peut-être que c'est notre temps là, de remettre les cartes sur la table. Peut-être que ça va faire du bien. Puis c'est ça que je veux dire par les grandes guerres, les ci, les ça. Pourquoi qu'on a fait la deuxième? On s'est débarrassé de pas mal des affaires à la deuxième. On s'est débarrassé de Hitler, on s'est débarrassé de l'eugénisme, on s'est débarrassé de vrais cancers pour l'humanité. La première, on s'est débarrassé de l'Empire ottoman. Eux autres ont fait du ménage pareil, là. Puis c'est l'humanité, ça ressort toujours mieux. La décolonisation, tout ça, c'est des mouvements qui sont faits en conséquence à d'énormes crises qui fait, regarde, on n'a plus d'argent pour nos colonies. OK, c'est des pays. Et voilà. Puis ils viennent de gagner la liberté. Maintenant, nous autres, les Américains, qu'on contrôle le reste, les Américains, nous autres, on est une extension diplomatique, géopolitique des Américains. On contrôle la planète, c'est sûr, c'est le fun! Tu demanderais à n'importe qui, demande aux Romains, aux Mongols, aux Italiens, aux Français, aux Britanniques, n'importe quel empire. Voulez-vous que ça s'arrête? Pas personne qui va te dire oui. Maintenant, c'est pas parce que tu contrôles pas la moitié de la planète que le soleil arrête de se lever le matin. Ouais. Les Britanniques sont encore là, les Français sont là, les Japonais sont là, les Français aussi, malheureusement. Ouais. Attention, tu vas perdre des abonnés. C'est là. Pas vrai. Ils savent que je les taquine. Ils savent qu'on les haït. Non, c'est dur. Mais
Ouais, ben c'est ça, tu sais. Ben c'est ça. Justement, c'est qu'est-ce que tu parlais dans tes vidéos quand tu parles de monde unipolaire puis bipolaire puis. C'est exactement ça. C'est qu'on avait, écoute, multipolaire puis tout ça. Il y avait quand même un équilibre après la Deuxième Guerre mondiale de par l'existence de l'URSS. T'avais deux puissances. Puis à un moment donné, ces gars, Sylvain il veut s'acheter des armes. T'en vends, j'en vends. Tu veux pas y en vendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Il peut pas avoir d'armes. Mais non, moi je vais y en vendre. Puis à cause de ça, toi tu vas reconsidérer ta position parce que tu sais que sinon moi je vais y en vendre au bout de la ligne. Fait que ça crée une forme d'équilibre au bout de la ligne puis une relation beaucoup plus saine que de dire je veux pas t'en vendre. Pourquoi? Parce que tu as voté contre moi à l'ONU. OK, c'est beau. C'est de même que tu contrôles la planète depuis les années 90. C'est clair qu'à un moment donné, il se crée des distorsions, puis il se crée des déséquilibres. Maintenant, on peut en vouloir à ceux qui veulent ramener cet équilibre-là? Il n'y a pas de quoi de naturel dans ce retour à l'équilibre-là. Maintenant, est-ce qu'on veut le vanter, l'apprécier, le féliciter? Peut-être pas, parce qu'on est du mauvais côté de la balance. C'est clair que le déséquilibre nous avantage. Nous autres, on est du bon côté. Mais toi, de l'autre bord, c'est moins le fun, ce système-là. Là. Ce système-là de dollars américains, que tu finances la dette américaine à coups de milliards parce que tu as besoin de t'acheter du pétrole, puis que quand ça va s'effondrer, quand ça va s'arrêter, ou quand on va repenser à cette époque-là, est-ce qu'on va être surpris que ça s'est arrêté? Est-ce qu'on va vraiment se dire « je comprends pas, ça marchait tellement bien, c'était tellement équilibré, c'était parfait, il y avait pas de tension pendant... » C'est clair qu'il y a une tension inhérente à un monde multipolaire où ce que t'as la Chine, la Russie, tout le monde, on le voit en ce moment, là. Quand t'as des blocs d'influence, des sphères d'influence qui se développent, c'est extraordinairement déstabilisateur. Mais ce qui est encore plus déstabilisateur, c'est quand t'as une espèce d'empire sous lequel tout le monde vit sous la botte parce que lui a décidé qu'il était plus fort que tout le monde puis que c'est un cercle qui s'auto-perpétue à l'infini. S'il y a quoi que ce soit, on se sera achevé de l'intérieur. Puis c'est la même chose avec la Chine, puis c'est la même chose avec la Russie, puis c'est la même chose avec tous les autres. On est des humains au bout de la ligne. On est tous des singes qui ont été à l'école, qui font pipi puis qui font caca le soir, puis on a toute la même chair faite de la même manière. Fait qu'à un moment donné, les Chinois veulent arriver à la même affaire que nous autres. Comme les Russes, c'est en train de leur arriver à un moment donné. Ils vont se déchirer de l'intérieur. Tu le vois avec Xi Jinping qui vient prendre le contrôle d'un pays qui était sur une lancée extraordinaire, qui en transforme en État autoritaire pour essayer de mener une vengeance futile pour le siècle d'humiliation. Il y a des tendances humaines qui sont incontournables. L'échec par la complaisance en est un. T'as déjà donné un show ordinaire parce que tu l'as pris pour acquis. Ouais. C'est la même raison pour laquelle on a fini par s'effondrer. Parce qu'à un moment donné, tu rentres en Afghanistan puis en Irak en disant « ça va prendre 2 semaines. » Mais je pense pour ça que, justement, il y en a beaucoup qui t'aiment, autant des deux bords, parce que c'est ça, t'es bien nuancé dans tes propos. Parce que, tu sais, je t'en parlais justement dans une vidéo de quand t'expliquais un peu le conflit de la Russie, où c'est que ça part, tout ça, puis justement, tu montrais les deux côtés de la médaille. Tu sais, autant t'essayais de montrer la perception de la Russie que la perception de l'OTAN, tu sais. Ben, c'est que ça aide à comprendre. Ben ouais. Ça aide à comprendre. Parce que c'est pas vrai que dans la vie, c'est simple. Est-ce que t'as les bons, puis t'as les méchants, puis est-ce que ça se règle avec un film de Rocky? Ben, c'est que c'est beaucoup... C'est ça, c'est que c'est tellement facile à vendre comme récit de dire t'as les méchants, t'as les gentils, eux autres, c'est les méchants, eux autres, c'est les gentils, eux autres, on va les défendre, puis eux autres, on va se battre contre eux autres. C'est facile de mobiliser les gens pour un récit comme ça. Maintenant, viens leur expliquer toutes les questions par rapport à l'enjeu historique là-dedans. C'est pas ça la job, c'est pas ça l'idée ni le principe. Le but, c'est de faire avancer les intérêts de tout le monde, d'essayer d'avancer ses pions autant que possible. Maintenant, la population là-dedans, puis son opinion, ça reste accessoire. Ça reste un instrument que tu utilises pour rendre ces choses-là possibles, beaucoup plus que c'est une contrainte à ça. Regarde n'importe quel conflit. Si tu veux y aller, tu vas y aller. Peu importe, tu vas convaincre le monde. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est de savoir combien de temps ça va prendre, combien de mensonges il va falloir, combien d'années il va falloir avant qu'on s'en rende compte. Systématiquement, si tu veux faire la guerre, il n'y a pas rien qui va t'empêcher dans notre monde. Puis ça, c'est un peu les illusions desquelles il faut qu'on se débarrasse à travers ces dossiers-là, puis à travers les émissions qu'on produit, puis que beaucoup de gens le font avec un certain choc, puis avec une certaine stupeur. Ils disent, ben voyons, c'est froid, comment ça fonctionne? Mais au bout de la ligne, quand t'enlèves le maquillage, c'est ça qui reste. Il reste les rapports de force, il reste les échanges d'armes, il reste les rapports économiques entre les puissances, il reste une game d'échecs qui joue depuis 2000 ans et au-dessus, puis qui est pas sur le bord de se finir. Toi, des fois, quand est-ce que tu trouves, tu sais, que des fois, il y a le monde
il s'inquiète pas assez, il s'intéresse pas assez à ça. Tu sais, toi, t'as la tête dedans. Tu sais, des fois, on dirait que la population, il y en a qui regardent ça un peu en surface, puis et je trouve que au contraire, je trouve que les gens sont extrêmement intéressés puis ils m'impressionnent, mais ils vont être parfois inquiets par les mauvaises choses. Inquiets, mais non, puis je le dis vraiment avec beaucoup de candeur, mais ils vont être inquiets, par exemple, sur un conflit nucléaire que je considère pas comme une aussi grosse menace que, par exemple, une cyberattaque majeure. Ou encore une attaque biologique par un groupe terroriste quelconque. C'est qu'à un moment donné, juste la logique les moyens que tu déploies versus l'effort, ça tend beaucoup plus vers les actions isolées comme ça, puis les petits gestes par des acteurs rogues, une cyberattaque lancée par 3-4 gars à quelque part. C'est beaucoup moins ambitieux que moi, je te fais la guerre à coups d'armes nucléaires. Ça, il y a moins de chances que ça arrive. Maintenant, le potentiel destructeur est presque comparable. Quand tu étudies les conséquences de certaines attaques, de cyberattaques qui ont été faites contre les États-Unis dans les derniers mois, c'est une guerre. Il n'y a pas d'autre manière de le dire, là. C'est une guerre. On robe de la richesse à une quantité absolument extraordinaire. Et c'est fait de manière systématique depuis des années. Puis s'il y a quoi que ce soit, tu dis, il mérite peut-être de gagner. Justement, quand on parle de la Chine, c'en est un. C'est un acteur qui est extrêmement actif depuis 30 ans, là, depuis les années 90, là, à voler la technologie systématiquement, à la renverser pour essayer de la porter de son côté. Oui, avec Huawei, on l'a vu. Oui, mais ça se fait depuis toujours. Ouais. Ça se fait depuis toujours. C'est ça que je voulais montrer aussi. Les Américains, écoute, quand ils voient qu'il y a un système antimissile russe de parquet quelque part en Libye, ils envoient SEAL Team 6 pour le saisir puis le ramener aux États-Unis. Littéralement. C'est arrivé dans les derniers mois, là. Maintenant, c'est qu'à un moment donné, on n'en parlera pas à CNN, on n'en parlera pas à Radio Cannes ce soir, puis on n'en parlera pas dans les médias qui font le narratif occidental. Maintenant, écoute la TV russe, puis ça a l'air absurde, ça a l'air complètement ridicule. Écoute Radcan avec un angle critique, puis tu vas voir qu'il y a beaucoup de dossiers qui relèvent un peu du ridicule aussi, notamment sur la guerre en Ukraine. Quand ils arrivent sur des conflits extraordinairement polarisants, je comprends. Ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas les moyens ou même l'ambition de faire un dossier de 50, 60 minutes, de y aller en profondeur, de faire venir des experts des deux côtés, organiser des débats. C'est pas ça qu'ils veulent faire. Puis c'est correct, mais à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a de la place pour le reste aussi, pour du monde qui vont le faire. Si Radcan ou peu importe qui, un gros média, là, il t'offre une job, genre, hey, je te donne toutes tes conditions, pis t'as un show d'1 heure, fais-nous qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne, tu le fais-tu? Non. Non? Non. Pourquoi? Ben, pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, tu peux pas comparer. T'arrêtes-tu pas justement d'en avoir des crises de contraintes? Non, mais c'est ça, je te dis, tu peux pas comparer avoir ta propre affaire avec travailler pour n'importe qui d'autre. À partir du moment que t'as une contrainte qui dit un show par semaine, lave-la ma contrainte. Lave-la. T'es obligé de faire un show par semaine. Ben là, si je peux pas faire ce que je viens de faire depuis 2 mois, OK, ça veut dire que j'ai pas ma liberté créative complète. Ça veut dire, non, laisse faire quand t'as ça. Ouais, si je veux sortir une vidéo par semaine, je préfère avoir 7 jours sur Terre, puis là, on va introduire bientôt des nouvelles personnalités à l'écran qui vont pouvoir remplir les trous quand que je m'en vais comme ça puis que je travaille sur des affaires aussi longtemps. Mais ce que ça va nous permettre, c'est justement ça. C'est de dire qu'écoute, si on veut remplir des vidéos, on va en faire. Mais je préfère bien plus avoir des gens dans lesquels je crois, que je trouve talentueux, que de travailler avec des collègues en qui je crois pas, ou encore avec lesquels j'ai des accords personnels, ou tu sais, c'est correct d'avoir une équipe. J'ai aucun problème avec ça, puis j'adore travailler en équipe. Maintenant, j'aime pas beaucoup travailler sous la contrainte, puis je suis pas bon là-dedans. Je suis pas une personnalité agréable à travailler avec ce genre de système-là, puis je suis capable de le reconnaître. Maintenant, écoute, tu sais, j'ai fait un projet une fois avec Québécois, un projet de podcast. Ah oui, tu m'en avais parlé. J'ai détesté ça. J'ai détesté du début jusqu'à la fin. Mais non, exactement. On voulait faire une entrevue avec les 3 chefs du mouvement étudiant, qui étaient Martine Desjardins, Gabriel Nadeau-Dubois, puis Léo Bureau-Blouin. On faisait un retour sur l'histoire du Québec. On faisait des longues émissions. On les avait les 3. Première fois depuis la fin du mouvement étudiant qui sont réunis ensemble. On le savait même pas. C'est la première fois. Ils sont jamais revus. On explique ça aux producteurs. On n'a pas 5 micros. Hein? Pouvez-vous amener des micros? On a amené nos micros, puis on a fait l'entrevue, mais pas dans un studio de Québécois. On a loué une chambre d'hôtel parce qu'il n'y avait pas de place dans le studio non plus avec la COVID. Ah ouais.
Fait que c'est ça. Fait que tu comprends qu'à un moment donné... Fait que ça, c'est quelque chose que tu finis par réaliser qu'il y a une liberté créative qui est inhérente à travailler seul, à prendre des décisions, à croire dans un projet, puis à aller jusqu'au bout. Puis si t'es rémunéré par un salaire qui t'est garanti par un chèque à la fin de la semaine, c'est quoi ta motivation à embarquer dans des projets qui demandent plus que le strict minimum? C'est zéro. C'est zéro. Maintenant, tu travailles avec ben plein de monde que c'est ça leur vie. C'est là ton chèque à la fin du mois. Merci beaucoup. T'as-tu fait tes 3 podcasts ce mois-ci? Good. Ouais. Penses-tu qu'il va s'embarquer dans un projet que là, il faut qu'il fasse 5 micros, là, t'as peu, là, ça fait du fil pas mal à brancher, là. Mais c'est ça. Tout à l'heure, si t'as parlé de genre de nouvelles grosses attaques, tu sais, t'as parlé justement, tu sais, des cyberattaques, tu sais. Puis justement, on dirait de plus en plus ça avance, tu sais, le big data, là, tu sais, ça a l'air de justement d'être la nouvelle richesse, là, ça, tu sais. On le voit là, que on dirait que comme, à moins que je me trompe, là, mais y a-tu comme 2 marchés à ça? Tu sais, est-ce qu'il y a comme genre les compagnies qui essayent d'en avoir le plus possible, puis t'as comme les gouvernements qui essayent d'en voler le plus possible pour faire je sais pas, peut-être une guerre hybride. Ça dépend des gouvernements. Nous ici, on n'est pas particulièrement actifs. Même chose pour les Américains, ils sont pas connus pour être particulièrement actifs dans ce domaine-là. Ils vont plus se défendre puis défendre leurs propres entreprises. Mais d'autres pays, les Russes notamment, sont connus pour être très efficace, puis des cellules du gouvernement qui sont pas financées directement par l'État, mais à travers des bras d'extension de l'État russe, qui vont être capables, un peu comme le groupe Wagner, qui est un groupe de mercenaires qui est essentiellement une extension géopolitique du gouvernement russe puis de Moscou. Mais si tu regardes à l'échelle internationale, c'est pas nécessairement la Russie, la Chine les plus tannants. Des fois, ça va être, écoute, t'as vu récemment avec le logiciel Pegasus qui avait été produit par les Israéliens, qui était essentiellement, t'envoies un message texte, ils ont juste besoin de t'appeler, je pense. T'as même pas besoin de répondre au téléphone, juste t'appeler. Ça leur permet d'entrer puis d'avoir accès à toutes tes données. Ça avait été développé par les Israéliens, ça s'est mis à couler, ça avait été vendu beaucoup aussi, évidemment. Et ce qu'on a réalisé, c'est que c'était pas nécessairement la Russie, la Chine, parce qu'ils ont déjà ils ont leurs propres affaires, eux autres là. Ils ont pas besoin d'acheter des logiciels aux Israéliens, mais l'Arabie Saoudite, le Maroc, des États comme la Corée du Nord, des États qui ont un avantage à essayer d'exercer un plus grand contrôle, mais qui ont peut-être pas l'industrie à l'intérieur pour aller chercher ça. Oh oui, eux autres sont dans le marché pas à peu près. Puis eux autres, oui, effectivement, avoir autant de données que possible. Parce que tu es capable soudainement d'accomplir des objectifs que tu étais peut-être pas capable d'accomplir autrement, que ce soit par le blackmail, par la menace, que ce soit par prendre des informations que tu n'avais pas. Les Chinois, j'en reviens encore à la Chine, parce qu'ils sont très actifs dans le milieu du cyberespace. Mais écoute, ils ont passé des années à être incapables de développer des moteurs d'avions à réaction qui étaient capables de faire décoller leurs avions du porte-avions. Ouais. Les avions ne décollaient pas. Il fallait que tu enlèves toute l'essence, toutes les armes. Oh yeah, ils décollent. Il restait trop lourd. Il était trop pesant. Ouais. Maintenant, c'était quoi le problème? C'était pas le design en tant que tel, c'était l'acier que les Chinois produisaient n'était pas dans les tolérances requises, c'était pas de l'acier de qualité, ça brisait, ils étaient capables d'atteindre les bonnes températures, puis ils ont jamais venu à bout. Comment ils ont fait? Ils ont hacké dans une grande aciérie américaine, ils ont pris les designs, puis ils les ont fait venir. Carrément. Maintenant, tu règles un problème. Tu penses, ça a pris combien de temps aux Américains? Ouais. Combien de centaines de millions de développements industriels a été mis à développer cet acier-là pour être capable d'atteindre ce niveau de chaleur-là avec un contrat du département de la Défense puis de l'argent à l'infini? Et ça a pris combien de temps? Ça a pris 2 secondes pour les Chinois. Ça a pris le temps de le trouver, de le faire venir. Fait qu'est-ce qu'il y a un marché? Écoute, mon homme, la valeur de ça, c'est indiscutable. Ils sont pas intéressés dans ton historique. Ça dépend. Mais sont intéressés dans tout ce qu'il y a de technologie industrielle, dans tout ce qu'il y a de production commerciale, dans tout ce qu'il y a de avoir de l'information privilégiée. Si t'apprends qu'il y a un accord qui est sur le point de se négocier entre le Maroc et l'Espagne pour un déplacement de gaz naturel ou quoi que ce soit. Et toi, ta job comme gouvernement, c'est quoi? C'est de voir un peu là. J'ai une information que personne d'autre a. Comment je fais pour agir là-dessus? Et voilà. Tu fais des investissements, place d'argent, place tes pions, puis t'es capable d'avancer en conséquence. C'est ça que tu parles quand tu parles, mettons, d'un potentiel peut-être de guerre hybride, justement? Mais la guerre hybride, c'est un concept qui est fascinant. Mais tu découvres que la guerre est déjà active en ce moment. Guerre hybride, ce qu'on veut dire tous les moyens qui ne relèvent pas de la guerre violente, de la guerre chaude, de la guerre physique, explicite où on va exactement kinétique, comme on pourrait dire. Lancer des balles, des missiles, quoi que ce soit, des bombes. La guerre hybride va être un peu l'inverse de ça. On va dire la guerre grise, si on veut, Grey Zone Tactics, qui veulent dire je vais hacker dans tes compagnies, qui veulent dire
Je sais que tu as 3-4 diplomates qui sont stationnés sur mon territoire, qui sont peut-être des espions. Tu vas faire comme les Russes ou les Chinois ont fait avec le syndrome de la Havane. Tu vas t'arranger pour identifier ces espions-là, tu vas leur envoyer des ondes, on va essayer de les manipuler un peu pour essayer de les rendre inconfortables dans leur poste, puis ils vont finir par quitter le pays. C'est là de la zone grise. C'est une vraie affaire. Oh oui, exactement. C'est pas tiré d'un film. Non, pas du tout. Les Chinois, le syndrome de la Havane, c'est vraiment une histoire fascinante. Mais des diplomates qui étaient stationnés partout dans le monde, qui sentaient tous les mêmes symptômes, comme si tu ouvrais une fenêtre de char pendant que tu roules à 100 km. Les vibrations, la tête qui shakeait, comprenaient pas, ils perdaient l'équilibre, fallait qu'ils soient ramenés au pays avec des lésions permanentes. Personne les croyait. Ils disaient, on vous a inventé vos histoires, ça n'a pas d'allure. Fini par réaliser que c'était effectivement une attaque au micro-ondes qui avait été faite par une puissance étrangère. Pourquoi tu penses? Les seuls qui étaient visés, c'était des diplomates ressortissants américains qui sont, je vois, tu avais parlé avec Michel Junot-Katsuya récemment, qui t'a très bien expliqué que les ambassades, les consulats, ce sont des nids d'espions. C'est même pas caché, c'est connu depuis des centaines d'années. On n'a même plus de raison d'être d'avoir des ambassades. On a Internet, mais quand même, ça continue, c'est une des raisons pourquoi. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite, quand il avait sorti le corps de Khashoggi, comment ils ont fait? Du journaliste qui avait été assassiné par l'Arabie Saoudite. Il avait été assassiné dans une ambassade en Turquie. Il avait été sorti de là dans une valise diplomatique. Sorti son corps découpé dans une valise. Pourquoi? Parce que t'as pas le droit de fouiller une valise. Ouais. Ils ont traversé les frontières avec du sang qui coulait de la valise. Pas personne qui a rien dit. Non, c'est mon dîner de ce midi. Je me suis acheté un gros salami. Ah ouais. Tabarnak, fait que ça, on va dire, ouais, c'est effectivement, c'est très, très actif. Moi, en tout cas, je tiens à te dire merci parce qu'à chaque fois que je reçois, justement, quelqu'un, je sais, qui va me parler un peu de géopolitique, je t'écris ou je t'appelle tout le temps. Puis tu me donnes tout le temps des crises de bonnes questions, man. Chris, t'es fin. Puis c'est pour ça que j'ai de l'air préparé. Je fais un copier mot pour mot qu'est-ce que Benjamin me dit. Puis j'essaye de plugger des mots intelligents que j'ai moi-même de la misère à dire. Ouais, c'est ça, ligne étudiorlatiste, là. Ouais. Puis, c'est où je m'en allais avec ça? Ouais. Le data, câlisse. Guerre hybride. Ouais, en tout cas, c'est ça. Nulle part. Non, mais c'est ça, on a parlé, c'est ça, justement de la Chine, OK? Ouais. Parce que la Chine, c'est ça, là, ça brasse ces temps-ci avec Taïwan, justement. Oui. Puis, toi, j'imagine tu dois regarder ça avec attention. Oui, absolument. T'sais? Oui, mais c'est le genre de truc que ça débloque pas vraiment. Je sais pas dans quelle direction tu veux m'envoyer là-dessus ou si tu veux me... Ben, si je me demande juste, tu veux-tu expliquer qu'est-ce qui se passe? Oui, absolument. Ben, c'est ça. C'est que... Tu sais, qu'est-ce que t'es bon à faire, là? Tu veux m'envoyer là? OK, c'est beau. De 1860 à 1950 environ, le Parti communiste chinois prend pouvoir en 1949 en Chine. Les 100 ans entre les deux s'appellent le siècle de l'humiliation. Un siècle, c'est les guerres de l'opium. C'est littéralement, on a pris avantage de la Chine dans une mesure que tu peux même pas imaginer. On a vidé la Chine de son or en y vendant de l'opium, puis en quantité destructrice pour le tissu social. Les gens dormaient dans la rue, étaient scrap, tu pouvais même pas savoir si c'était vivant ou mort, restaient là 3-4 jours tellement c'était endémique, cette dépendance-là de la population à l'opium, surtout britannique. Maintenant, quand ils ont fini par se relever de ça, autour de 1949, le Parti communiste arrive, commence à se relever, on a continué à prendre avantage de la Chine, puis ils n'ont jamais été dans notre rétroviseur jusqu'à peut-être l'an 2000, 2005, où là, on a commencé à les prendre au sérieux. Mais entre-temps, ils n'ont jamais oublié cette leçon-là. Ils n'ont jamais oublié que pendant 100 ans, on a pris avantage d'eux autres parce qu'on était supérieurs militairement, technologiquement, puis sociétalement aussi. On était mieux organisés. Fait qu'on était en mesure de se présenter chez eux et d'en tirer avantage de manière indécente. Maintenant, si c'était ça ton histoire nationale, gars, au Québec, on haït encore le Canada, puis le monde est souverainiste 150 ans après la conquête. All the way, tabarnak. Mais tu comprends-tu ce que je... Mais, après devrais-je dire le Canada, la conquête. Mais tu comprends ce que je veux dire, que ton histoire nationale, c'est une grosse influence par rapport à ton identité en tant que peuple, puis à ce que tu réclames, puis ce que tu désires, puis ce que tu veux. Maintenant, les Américains ont jamais voulu reconnaître ça. Mais quand est arrivé en 1949, le Parti communiste est arrivé au pouvoir en Chine, il a pris le pouvoir, devenu le gouvernement. C'était après une guerre civile. Il y a eu une énorme guerre civile en Chine. Ils sont battus avec qui?
avec le Kuomintang, qui est un parti chinois qui, lui, a pris la fuite à la fin de la guerre, où? À Taïwan. S'est sauvé. Puis il a dit, on va revenir. Un jour, on va revenir, puis la Chine, c'est nous. C'est comme si les Américains prenaient les îles de la Madeleine puis disaient, c'est les États-Unis. Ou c'est nous autres, le Québec, maintenant, c'est les îles de la Madeleine, le Québec. Le vrai Québec dirait, ben voyons donc, ça n'a aucun sens, ça appartient au Québec, on va y revenir. Maintenant, quand ils sont sauvés à Taïwan, c'est un peu ça le résultat qu'il y a eu. C'est tombé dans une impasse qui dure encore à nos jours, puis les Chinois ont toujours dit, on va la prendre, votre île. Ça n'a jamais été eux autres, là. Ça n'a jamais été eux autres, Taïwan. C'est juste, ils se sont sauvés là, ils ont été s'établir à Taïwan, puis les Chinois ont dit, on n'a pas fini avec vous autres. Et depuis ce moment-là, depuis 1949, la situation est restée comme ça. Que là, t'as une gang qui dit, on est la Chine, l'autre gang dit, on est la Chine. Fait que théoriquement, t'as deux Chines. Maintenant, on en reconnaît une seule, qui est la vraie Chine, si on veut, la République populaire de Chine, le Parti communiste, celle qu'on connaît. Mais Taïwan, nous autres, ils disent, on est la Chine. On est, nous autres, on est la Chine. C'est ça notre nom. Fait que nous autres, on les appelle Taïwan, on veut pas dire que c'est un vrai pays, mais on les reconnaît de plus en plus comme étant un vrai pays, puis on les traite comme étant un vrai pays. Puis là, on leur vend des armes. Fait que tu comprends que ça commence à choquer les Chinois un peu. Puis encore plus que ça. Au-delà de la question de l'identité, puis profondément que la Chine, pour elle, estime que ça lui appartient, puis que c'est un héritage de siècles d'humiliation-là, puis de ces années où la Chine essaie de se reconstruire. Encore plus que ça, regarde géopolitiquement la Chine, là. Fermons-nous les yeux, imaginons un peu la Chine dans nos yeux géographiquement. Au nord, t'as la Mongolie qui était des steppes mongoles presque à l'éternité. Pas une armée va traverser ça sans que tu le saches. Tu vas avoir venir. Les Russes sont juste au nord, c'est un allié indéfectible, du moins dans le contexte actuel. À l'ouest, l'Himalaya, il n'y a pas personne qui peut traverser l'Himalaya, ni l'Inde non plus n'est pas une puissance militaire en mesure de challenger la Chine, et t'as une barrière naturelle immense. Au sud, des États qui sont largement sujets à la puissance chinoise, qui sont pas capables de compétitionner, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, etc. De l'autre côté, il te reste quoi? Il te reste une région de la partie de laquelle la Chine est vraiment vulnérable. La Corée? C'est la Corée, c'est le Japon, c'est Taïwan, c'est ce mur que les Américains ont formé d'alliances, cette espèce de constellation de bases militaires qui sont directement aux portes de la Chine. Fait que la Chine, la réalité, c'est que si t'enlèves les Américains, elle n'a plus de problème. Si t'enlèves le problème de Taïwan, soudainement, elle peut respirer parce que là, en ce moment, on lui a mis un carcan autour du cou et on s'attend à ce que ça reste comme ça à l'éternité. Maintenant, qu'est-ce qui a choqué autant la Chine dans les dernières semaines, c'est que nous, on a tout le temps dit, OK, il existe juste une Chine, la République populaire de Chine, on se mêlera pas de Taïwan, on va continuer à avoir des relations, mais c'est vous autres la Chine. C'était le One China Policy, qui était la politique officielle américaine. Et là, ça fait 2-3 fois que Joe Biden échappe des déclarations un peu douteuses en disant, se fait poser la question, Monsieur Biden, si jamais la Chine prend une action militaire contre Taïwan, est-ce que vous les défendriez? Bien sûr, aucun doute, on a un engagement pour ça. Le lendemain, les Américains, le département d'État sort en disant non, c'est pas ça qu'ils voulaient dire, inquiétez-vous pas. On tient encore la One China Policy. Mais c'est ça, beaucoup de gens l'ont un peu mis en disant il s'est peut-être juste trompé. Mais là, ça fait 2 puis 3 fois. Et là, t'as Nancy Pelosi, qui est un peu, si on veut imaginer, sera un peu le président de l'Assemblée nationale en termes d'officialité, qui se rendrait à Taïwan. Le message que ça lance, c'est vous êtes un pays. On vous avoue une de nos plus hautes dignitaires. On vous reconnaît en tant que gouvernement avec lequel on veut échanger. Donc là, les Chinois, tu penses qu'ils ont fait quoi? Ils le prennent comme une attaque. Ils l'ont pris comme une attaque puis comme une provocation parce que c'est ça. Il y a pas personne qui a dit à Nancy Pelosi, on t'invite puis viens chez... Non. C'est une provocation en bonne et due forme. Est-ce que c'est légitime? Ça dépend de quel bord tu prends. Tu peux avoir une logique à dire Taïwan a le droit à l'existence, puis Taïwan a le droit absolument de se réclamer un pays indépendant, puis la Chine n'a pas un mot à dire là-dessus. C'est une position légitime. Maintenant, on va te défendre militairement parce que c'est là. T'es qui? T'es-tu la police du monde? Si oui, vas-y, c'est beau. Mais si t'es plus capable d'assumer ce rôle-là, tu peux pas y aller. Puis c'est là la question. Puis c'est pour ça que Taïwan devient aussi pivot puis aussi important. C'est que la question, c'est les Américains peuvent-ils encore exercer cette puissance-là, pis cette influence-là. Là, il essaye de brag, il essaye d'envoyer un peu, de montrer qu'on est encore sur le top de notre game, puis on est encore capable de projeter de la puissance puis de l'influence à l'autre bout du monde, si on veut. On envoie des porte-avions. Là, ce qu'ils viennent de faire, c'est de faire un chèque en blanc à la Chine puis de dire, tiens, si tu veux faire des exercices à toutes les années autour, là, t'as le droit.
on vient d'escalader ça là. Ouais. Tu comprends? On vient de te C'est donner ça. le droit de poser des gestes aussi au moins provocateurs que le nôtre. Fait au bout de la ligne, c'est une bonne idée pour la paix, pour le maintien de la stabilité? Non. Zéro, C'est purement américain. C'est le geste le plus américain que tu peux pas imaginer, de y aller juste pour montrer que tu as le droit. Tu comprends? Puis d'ailleurs, c'est un principe qui avait été inventé par les Américains, qui était Freedom of Navigation. Qui l'idée, c'était juste Freedom of Aircraft and Boat Navigation, qui vont littéralement passer dans des places où t'es pas trop sûr si t'as le droit d'y aller pour montrer que t'as le droit d'y aller. Tu comprends? Fait que là, la petite zone, le petit détroit entre Taïwan et la Chine, on va envoyer des avions là, on va envoyer des porte-avions, on va envoyer des croiseurs régulièrement. Le Canada, on a envoyé des navires au large de Taïwan pour signaler notre présence. D'ailleurs, le bateau canadien a été chassé par des chasseurs chinois qui l'ont buzzé à quelques pieds du bateau. Fait que, on a un rôle déstabilisateur là-dedans. Puis c'est d'une hypocrisie absolument spectaculaire que de faire comme si c'était juste la Chine là qui est en train de tanner Taïwan. Écoute, la situation est gelée depuis 70 ans. Ouais. Tu comprends? Maintenant, c'est qu'est-ce que nous on fait pour provoquer l'escalade là-dedans? On a une responsabilité à prendre. Je suis pas en train de dire que la Chine a raison sur le dossier de Taïwan. Je dis juste qu'à un moment donné, quand on voit juste un côté de la médaille, Taïwan la victime. Il y a deux côtés. Oui et non, là, c'est ça, là. OK. Puis justement, tu sais, la Chine a connu vraiment comme une grosse croissance, mais elle a pas toujours été de même, là, c'est ça. Tu sais, avant, là, c'était une époque de pauvreté, là, puis ça allait pas bien, là, tu sais, t'en parlais. Là, justement, elle ressemblait à quoi, cette Chine-là, avant que... Tu sais, dans le fond, quand Mao il est décidé... La Chine, c'est vraiment c'est pas un pays, d'abord, ça qu'il faut comprendre, c'est une civilisation. La Chine n'est pas un pays, c'est une civilisation. Ce que ça veut dire, c'est que même si le pays, l'entité administrative éclate, la Chine existe encore toujours. La Chine, c'est un des pays culturellement, démographiquement, les plus homogènes de la planète. Les Chinois Han sont une proportion dominante jusqu'à quelques 90% de la population chinoise. C'est comme si disait les minorités visibles sont pratiquement inexistantes. Maintenant, il y a quand même des bénéfices à ça qui sont la cohésion nationale exceptionnelle qu'on voit en Chine, qui fait que même quand ça s'effondre, et ça s'est effondré à plusieurs occasions, on leur montre les cycles de la Chine, c'est toutes les 100, 150 ans, ça s'effondre, ça s'éclate en petits États, la Mandchourie d'un côté, le Xinjiang d'un autre, c'est des régions, le Népal, le Tibet, c'est des régions qui ont été d'influence chinoise, puis qui rentrent, puis qui sortent avec les cycles de l'histoire. Maintenant, écoute, on peut projeter 100 ans en avant ou 100 ans en arrière, puis on va avoir à peu près le même résultat. Une Chine qui va connaître un grand cycle d'explosion, de croissance phénoménale à mesure qu'elle met au travail sa population, puis qu'elle les met dans la richesse, qu'elle les sort de la pauvreté. Mais arrive toujours un moment où là, t'as 1 milliard de personnes qui veulent les mêmes affaires. Qu'est-ce qui arrive? Ça crash. Ben exactement. Fait que tu te ramasses avec une centralisation du pouvoir qui est classique, qui est dans tous les États où ce que tu commences à perdre le contrôle, tu fais quoi? Tu centralises le pouvoir pour essayer de tenir autant que possible, et ça prend un certain moment. À un moment donné, le chef sort de là, qui est tué ou assassiné, ou qu'il meurt, ou qu'il se retire, tout simplement. Et c'est une explosion totale. C'est ce qu'on a vu avec les différents empires chinois à travers les millénaires qui ont apparu pour prendre de plus en plus d'influence, pour se faire livrer la guerre et progressivement s'effondrer. La Chine, faut pas aller trop loin pour voir des échecs militaires retentissants, là. 1930, 1947, je crois. 1937, pardon. T'as les invasions japonaises. Le Japon, qui est à l'époque une puissance largement supérieure technologiquement, qui prend la Mandchourie de même, là. C'est comme s'ils rentraient, ils prennent la Gaspésie, puis on n'a même pas le temps d'envoyer quelqu'un à peu près, là. Et ceux qu'on envoie, c'est un désastre, là. Tu comprends qu'à un moment donné, ça te remet dans une espèce de cycle de réclusion, de refermement sur toi-même pour essayer de te reconstruire puis de revenir plus fort. Et c'est ce qu'on assiste un peu avec la Chine, qui est un événement très cyclique, qui vont revenir plus fort, effectivement. Maintenant, on est déjà un peu dans la phase terminale d'une Chine qui est vieillissante, qui n'a plus les moyens de ses ambitions, puisqu'elle a dépensé de manière pharaonique pour construire des infrastructures qui ne vont nulle part. Ouais. Et ça, autant c'est un stéréotype, autant c'est une réalité aussi. Il y a une raison de quoi c'est devenu un stéréotype. Mais avant qu'on aille justement là, parce que toi, ça, dans un de tes vidéos, ça, je commence quasiment toutes mes phrases de même, mais ça, dans un de tes vidéos, tu disais que la Chine, elle te faisait peur. Ouais.
Justement, à cause, monsieur, oui, c'est ça, tu sais, la censure systématique, le contrôle totalitaire, le crédit social. Ça t'a fait bien peur. Ouais, ben, écoute, c'est une discussion que j'avais encore hier avec un ami où je disais, c'est fascinant de regarder les modèles politiques où tu dis, regarde l'Inde et la Chine. C'est vraiment un exemple fascinant où tu dis, les deux, c'est un pool démographique très similaire. Les deux, on parle d'environ 1,2, 1,3 milliards de personnes. L'Inde a son indépendance en 1947. La Chine, 1949. Ils commencent la course en même temps, au même endroit, avec une position géographique comparable, en masse de rivières, en masse d'accès à l'eau, des montagnes, des mines, des richesses, des forêts. Maintenant, pourquoi il y en a un qui est devenu une puissance mondiale et l'autre est encore en train d'essayer de sortir du tiers-monde? Il y a des raisons à ça. Puis on pourrait regarder dans la direction du système politique. Et c'est ça qui me faisait peur avec la Chine. Je me disais, leur système est inhéremment supérieur au nôtre et plus efficace. Et ça me terrifiait. Parce que j'aimais pas ce que je voyais. C'est comme si tu vois quelqu'un qui domine dans un sport quelconque, mais que tu détestes sa manière de jouer, que tu trouves ça toxique pour le sport, que t'aimes pas la manière, tu veux pas que le sport aille dans cette direction-là. Conor McGregor. Si tu veux. Pour une opinion personnelle, t'es un fan de GSP. Conor McGregor, j'étais pas un gros fan, mais... Pourtant, il buvait comme toi. faisait pas un boire, il frappait des petits vieux puis faisait de la coke. C'était pas mal. Tu parles de qui, là, toi? Conor McGregor. Mais tout ça pour dire, moi, c'est ça qui me terrifiait, c'est que je voyais, la Chine est supérieure, son système est plus efficace, elle a fait un progrès fantastique, elle construit à une vitesse complètement déraisonnable, puis surtout, elle a ce système-là centralisé qui lui permet d'avoir une action super cohérente, puis d'aller au bout, puis de ne pas s'empêtrer de la liberté de presse, de la liberté d'expression, liberté d'association, des maudites manifestations contre ton... Ils n'ont pas à s'empêtrer de ça. Et moi, je me disais, mais c'est pas juste. C'est sûr qu'ils vont gagner. Et c'est en travaillant pendant des mois, pendant des semaines, en voyant différents aspects de tout ça que tu réalises, c'est ça leur faiblesse. C'est ça la faiblesse du Parti communiste puis du gouvernement chinois et de la Chine en général. C'est justement ça, cette surcentralisation-là, ce mépris-là pour les droits individuels, c'est cette incapacité à reconnaître l'erreur, la malhonnêteté systématique sur tout ce qu'il y a de données statistiques. Écoute, il y avait une donnée qu'on donnait à un certain moment qui est fascinante, qui nous dit, le gouvernement chinois, à la fin de l'année, quand il reçoit les données développement économique de chacune des provinces qui composent la Chine, il faut qu'il change les données parce que les provinces déclarent des PIB plus gros que le pays au complet. Tellement c'est fraudé dans les statistiques. C'est comme si les îles de la Madeleine déclarent qu'ils ont un PIB plus gros que le reste du Québec au complet. À un moment donné, c'est complètement déraisonnable. Fait qu'on nous présente le portrait de quoi? D'une Chine en pleine croissance, qui ne fait pas d'erreur, qui sait où elle s'en va, qui, quand elle commet une erreur, elle le reconnaît, le répare rapidement. On voit un peu une machine qui n'a pas de faille. La réalité, c'est qu'on ne les voit pas, les erreurs. C'est artificiel. On le sait pas, on le voit pas, c'est caché systématiquement, et quand on s'en rend compte, on est abasourdi devant l'étendue de la conspiration qui a eu lieu à différents milieux pour cacher ces informations-là. La COVID en est un excellent exemple. Quand ça a commencé initialement en Chine, Dr. Li Wenliang, qui était un ophtalmologiste qui a été un des premiers à vraiment percevoir qu'il y avait une pneumonie anormale autour de Wuhan et qu'il fallait faire quelque chose à propos de ça, s'est rendu pour en parler avec des collègues, le lendemain arrêté par la police. Causing quarrels and picking fights, qui veut dire, autrement dit, t'as causé du trouble et tu cherches la chicane. C'était ça. Et lui, qu'est-ce qui est arrivé par après? Il a pogné la COVID et il en est décédé à l'hôpital. Ah ouais, c'est ça. Caroline, pareil. Fait que c'est ça que je veux dire, qu'à un moment donné, ça, c'est une faiblesse. Mm-hmm. Ça, c'est une faiblesse. Parce que nous, quand il arrive un scandale, quand il arrive un désastre, les politiciens sont quand même un peu imputables. Puis parce qu'on va les roaster dans les médias pendant des semaines. Puis parce qu'on a le pouvoir, au moins, de dire, ça s'est passé. Parce que s'il y a un scandale, on est capable de le voir. Puis que si il s'est passé quelque chose à un CHSLD, c'est difficile d'aller au bout de la vérité, mais on peut se nommer des commissaires, on peut faire des enquêtes, on peut prendre le téléphone, appeler les directeurs, puis ils vont nous le dire ce qui s'est passé. Maintenant, essaye de faire ça dans un État totalitaire, c'est là qu'on arrive aux limites inhérentes de ce système-là. Puis justement, c'est ça, tu sais, ils gouvernent justement avec la paranoïa, là, tu sais, il y a de la misère à faire confiance. Fait que tu sais, ceux qui ont les postes
c'est pas nécessairement les personnes les plus compétentes. Là. Tu sais, si on en regarde du côté militaire, c'est ça que tu parlais justement dans un de tes vidéos, oui. que c'est ça, tu sais, l'armée manque beaucoup, sont inexpérimentés. Mais c'est dans n'importe quel système. Puis ça, tu peux regarder avec, écoute, la Chine de Mao, la Russie, l'URSS de Staline ou l'Allemagne de Hitler. C'est systématique. Les gens qui sont compétents ne sont pas eux qui se retrouvent dans les positions d'influence. Ce sont ceux qui sont les plus loyaux au chef, qui remettent le moins en question de ses décisions, qui sont prêts à aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Maintenant, est-ce que c'est le plus compétent? Probablement pas. Et ça, on assiste à ça, de l'espèce du plaçage d'amis et du copinage. On en a, puis on sait c'est quoi le dommage incroyable que ça cause dans nos sociétés, puis à quel point ça te scrape une organisation au complet quand tu mets quelqu'un à la tête de ça qui est pas compétent. Maintenant, tout ce qu'on sait de l'armée chinoise qui a pas combattu depuis sa naissance, qui n'a jamais livré la guerre, on peut se poser des questions sur sa compétence quand tout ce que tu sais, c'est qu'il y a un officier du Parti communiste sur chaque navire qui a préséance sur le capitaine du navire. Ça n'a jamais été vu dans l'histoire des affaires comme ça. Puis des généraux qui sont là parce que c'est des officiers politiques qui ont jamais livré la guerre, qui ont jamais livré le combat. La dernière fois que ça s'est passé à grande échelle, c'est l'URSS de Staline, puis ils ont mangé une volée pendant la campagne de Barbarossa de l'Allemagne parce qu'ils étaient pas prêts. En 1941, ils ont fait envahir, puis ils avaient déjà purgé tous ces généraux, il restait juste des cabochons. C'est ça, à un moment donné, c'est ça aussi les régimes totalitaires. Et on dit déjà avec la Russie en ce moment, souvent on va entendre ça, on dit « la vérité ne se rend pas ». Dans une société ouverte et démocratique, la vérité se rend pas en haut. À Legault, à peu importe, à Trudeau, à peu importe qui est en haut, juste pour le protéger, ils donneront pas l'entièreté de ce qui se produit et comment. Maintenant, de s'attendre que dans un État totalitaire, le chef est au courant de 100% des gaffes qui se passent en dessous et des petites incompétences qui se produisent, c'est absolument faux. Et quand c'est le cas, ça résulte de quoi? Ça résulte d'une culture de la dénonciation systématique, d'une culture de la peur que là, j'ai entendu dire que Jerry était pas content avec sa position, là, il a fait de l'over la semaine passée, puis il veut lâcher, puis on t'a envoyé au goulag. Qu'on lui coupe la tête! Non, mais j'exagère, je vulgarise, mais tu comprends ce que je veux dire? Qu'à un moment donné, c'est pas productif. Ça ne l'est tout simplement pas. Puis ça, on l'associe un peu avec le communisme, avec l'idée de dire le communisme est une théorie économique relativement limitée. Mais tu peux aller plus loin que ça. Ça n'a rien à voir avec l'économie. C'est les humains. À partir du moment que tu leur dis que tu es récompensé, pas pour avoir posé des bonnes actions, avoir pris des risques, avoir gamblé puis avoir réussi, tu es récompensé si tu es loyal, que tu ne prends pas de risques parce que tu seras pas récompensé si ça réussit. Tu vas être puni si ça échoue. C'est là qu'on arrive dans un endroit où, écoute, on a des limites. Puis pourquoi, justement, on revient tantôt aux cyberattaques, aux copies de technologie. Pourquoi la Chine copie autant de sa technologie? Pour les mêmes raisons qu'elles envoient des centaines de milliers d'étudiants chaque année étudier dans les universités occidentales. C'est parce que cette culture de la créativité-là et de l'entrepreneuriat et de la start-up et de l'innovation, ça vient de la créativité. Ça vient de dire, si tu réussis à faire un projet révolutionnaire, tu vas en tirer les bénéfices. Maintenant, si t'es dans un pays que t'as pas le droit d'être multimilliardaire, sans ça, le parti va récupérer une partie de ta richesse. Sans ça, il va pas te laisser aller jusqu'au bout. Sans ça, on l'a vu avec Jack Ma, Alibaba, si tu ne te soumets pas à la volonté du parti, tu vas te faire soumettre. Ce genre de choses-là, ça te motive-tu à partir le prochain Apple, à partir le prochain? D'où viennent les innovations? San Francisco, la Silicon Valley. S'il y a un endroit qui est contrarien, qui a une culture de la contre-culture, justement, c'est des villes comme ça, et c'est elles qui vont produire l'innovation, la technologie. Puis c'est la même raison pour laquelle la Chine a de la difficulté à aller chercher ces innovations technologiques-là. Puis est-ce que c'est quand même à prendre au sérieux, tu sais, quand ils font des menaces, tu sais, par rapport justement à Taïwan? Ça, les prendre quand même au sérieux quand tu vois que leur armée est pas nécessairement si fonctionnelle. Non, vraiment ça, plus ou moins. C'est que, c'est pas si fonctionnel que ça. 2, il faut toujours se souvenir dans toutes les déclarations publiques, que ce soit autant de la Russie que de la Chine, c'est pour une audience locale. C'est pas pour une audience internationale. Quand tu dis, là, la Chine, on va reprendre Taïwan un jour, peu importe, coûte que coûte, il est en campagne politique. Ouais. C'est quand t'es un seul parti au pouvoir, faut pas l'oublier, ça c'est une autre affaire. T'es en élection permanente. Tu ne peux pas te permettre la dissension, l'opposition, parce que la seule solution, c'est de renverser le système.
T'as pas d'alternative électorale. Fait que si tu veux juste que le pays ne s'effondre pas, tu peux pas avoir de dissension, tu peux pas avoir de critique. Au bout de la ligne, c'est pas un système gagnant. Puis si la Chine peut sortir un jour de ce cycle vicieux-là, ça va être à travers la libéralisation, ça va être à travers l'ouverture de ces énormes entreprises qui ont une influence internationale. Les Huawei, écoute, des entreprises avec des ingénieurs talentueux, avec du monde qui ont des idées, qui ont des valeurs probablement fantastiques, puis qui sont comme vous puis moi, qui ont des enfants, qui veulent manger le soir, avoir un toit sur la tête, puis s'assurer de la sécurité pour eux autres. Maintenant, le jour où on va enlever des chaînes de ce peuple-là, puis qu'on va lui permettre d'assumer cette pleine liberté, certainement, il sera peut-être moins efficace, mais il va certainement être plus heureux aussi. Ouais. Puis le monde va mieux s'en tirer. Puis maintenant, si on termine là-dessus, c'est la même chose pour nous autres. Il y a rien qui arrive jamais pour rien. Puis si c'est notre tour de donner un peu de slack, ça accorde, il faut comprendre que c'est peut-être pour le mieux, probablement. Ben, hey, sur ça, un gros merci à Benjamin Tremblay. Hey, mon gars. C'était écœurant, encore une fois. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'était vraiment le fun. On va se revoir dans un prochain épisode du What's Up Podcast. Merci beaucoup. C'est Yes Sir, la baleine à diablé, tabarnak. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom.